Avec vous sur Sud Radio et avec aujourd'hui pour commenter l'actualité et débattre Sophie Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique. Bonjour. Bonjour. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS et vous dirigez aujourd'hui AB Consulting. Oui. Thierry Guerrier, journaliste politique. Bonjour Alexis, journaliste politique, éditorialiste. On vous retrouve tous les lundis matins dans le Grand Matin Sud Radio. Bonjour, ravi de vous accueillir. Et Pascal Bataille, bonjour. Vous êtes animateur, producteur, chef d'entreprise en direct avec nous depuis le Sud-Ouest. Bonjour. On va revenir sur les non-annonces faites par le Premier ministre. Qu'en avez-vous pensé ? On nous avait dit qu'il allait y avoir des mesures difficiles et vendredi, non, pas de mesures particulières. On a renvoyé les mesures au préfet et au maire. Et puis cette question, est-ce qu'il faut interdire les rassemblements privés comme c'est le cas en Grande-Bretagne ? 0826 300 300 et puis retour des gilets jaunes ce week-end. Est-ce que le Covid a empêché les gens de sortir ? Est-ce que le mouvement s'essouffle ? On en parle avec vous. On va faire notre petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Pascal Bataille, on va commencer avec vous. Et pour détendre l'atmosphère, un petit coup de cœur pour la victoire de l'OM hier et à Paris en plus. Voilà, pour faire la nique à tous mes amis supporters du PSG. J'étais, moi qui n'ai jamais été un supporter du club de la capitale, qui suis un Bordelais, et c'est pas facile de supporter Bordeaux tous les jours quand on aime le foot, mais on le fait quand même. Voilà, je suis bien content que les Marseillais aient gagné hier soir. Bravo à Marseille. Oui, avec un match pas très honorable, apparemment. Enfin, nous on débattra sur le sujet d'ailleurs de l'accessibilité du foot. Gilles Gansman voulait qu'on pose cette question parce que ça a été, paraît-il, un tollé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour voir le foot, ça coûte très très cher et ce n'était diffusé que sur la chaîne Téléfoot qui coûte assez cher à l'abonnement. Ça fait longtemps que le foot est payant à la télé. Oui, mais là c'est une chaîne. Non, mais là c'est une chaîne de plus. Oui, mais quand il y a eu Bein Sport, il y a eu des matchs de Ligue 1 qui sont passés sur Bein. Les gens qui voulaient suivre, ils étaient obligés de s'abonner à Bein. Sauf que là, vous avez Bein plus Téléfoot maintenant. Oui, mais Bein, ils n'ont plus la Ligue 1. Ils n'ont plus la Ligue 1. Ils ont un accord avec Canal qui continue à diffuser certains matchs. Enfin, moi, je connais ce dossier par cœur, si vous voulez, on peut en parler. On en reparlera, mais je ne suis pas abonné à Téléfoot d'ailleurs, parce que je trouve ça effectivement très, très pénible de devoir migrer d'un distributeur à l'autre. Mais bon. Vous devriez vous intéresser au rugby, franchement. Ou au tennis. Sur Canal+. Au tennis. Moi, c'est plutôt le tennis, on en voit très peu de tennis. Chacun son sport, coup de cœur pour l'OM, en tout cas pour Pascal Bataille. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous parlez entre vous. Oui. Alexis Bachelet, vous, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un petit coup de gueule parce que là, depuis quelques jours, c'est un festival d'articles, de réactions d'éditorialistes, de journalistes, d'hommes politiques aussi d'ailleurs, pour pointer du doigt les déclarations des maires écologistes. Alors en plus, des fois, c'est des déclarations qui sont un peu tronquées. Parce que par exemple quand on remet le propos du maire de Bordeaux dans le contexte du sujet, c'était pas le sujet, c'était pas l'arbre mort, quoi. C'est ça qui a été retenu par les médias, et puis c'est devenu un buzz. Mais en fait, quand on reprend les déclarations, il a dit plein d'autres choses. Et puis bon, il y a des sujets aussi d'argent public. Non, il y avait aussi des sujets d'argent public. Ça coûtait assez cher, donc on sait que les communes, elles ont des choix à faire sur le plan budgétaire. Donc après, on peut critiquer les choix, mais vraiment en faire une spécificité d'écolo, je trouve ça un peu ridicule. Et puis Grégory Doucet sur le Tour de France, je suis bien placé pour en parler. Moi, je suis le Tour de France depuis des années, je suis passionné. Bon, ce qu'il a dit, c'était mal dit. C'était mal dit, mais sur le fond, quand on creuse un petit peu, moi j'ai fait le Tour de France vraiment au bord de la route. Donc c'est vrai que voir la caravane publicitaire avec tous ces objets en plastique jetés, etc., ça posait des questions. C'est pas un sujet interdit, c'est pas tabou. Et le machisme, je rappelle qu'il y avait un Tour de France féminin il y a quelques années. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, il va revenir. Donc, il a mal dit les choses. Donc c'est naturel de commencer par insulter la réalité d'une fête populaire. Je ne dis pas que c'est pas maladroit, mais je veux dire que ça pose des sujets qui sont des vrais sujets de fond, et c'est pas traité comme ça. C'est traité comme regardez ces ozos qui racontent n'importe quoi. Mais la faute à qui ? Ne vous indignez pas de cette écolo-bashing. Je m'indigne parce que derrière, qui donnent les il y a des opérations, il y a des campagnes politiques. C'est qu'on dit plus c'est le maire de Bordeaux, on dit c'est les écolos, c'est tout, c'est le paquet. Non mais Alexis, voilà, donc ça c'est de l'écolo-bashing. C'est bien des écolos. C'est bien des écolos qui disent ça. Je pense que le problème. Si un gars des LR dit une bêtise, c'est pas tous les LR qui sont idiots. Si un gars du PS dit une bêtise, mais parce
parce qu'ils sont un peu groupés dans les conneries ces derniers jours. Alexis, vous allez nous faire le croire, sujet, c'est que ce sont des ayatollahs. C'est-à-dire que les Verts, mais oui, c'est une les caricature. Verts. Alors non mais caricature. Si je finis ma phrase, je vais la nuancer. Les décisions des maires, y compris à Paris, y compris dans beaucoup de villes, ont été extrêmement brutales, ont changé brutalement la préhension qu'on avait de la ville, et que c'est devenu quelque chose d'assez terrifiant. Alors effectivement, vous me parlez par exemple du sujet de il y a le coût pour la ville des sapins de Noël. Faut pas délirer. Il a dit qu'il en mettrait partout, mais des vivants. Bon, on avait un sapin mort. Ok. Non mais je suis tout à fait d'accord. Pourquoi il le dit comme ça ? Tu dis, je veux dire, la façon dont c'est dit et la maladresse est terrible. Moi, personnellement, le Tour de France, c'est pas mon truc. Enfin, démarrer sur la fête la plus populaire de France, etc. Et sans dire une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a un besoin de pas distribuer, surtout la caravane qui apparemment pose problème. Oui. Et effectivement, ça a déjà terriblement commencé. Absolument. Parce que c'est ce qui finance aussi le Tour de France, c'est cette caravane. Oui. Ça a commencé de façon incroyable. Tout le monde s'y met. Et ça va vous réjouir. Si tout le monde s'y met, c'est parce qu'être écolo, ça va finir par rapporter de l'argent. Et tant mieux. Bah oui. Alors, Thierry, puis après peut-être une réaction aussi de Pascal Bataille qui, je pense, va vouloir réagir. Thierry Biguerrier. Ce qui m'amuse avec toute l'amitié que je peux avoir pour Alexis Bachelet, c'est que franchement, il fait semblant de découvrir que tout d'un coup, il y a quelques grands-maires de grandes villes qui sont écolos et qui ont à peu près tous le même programme et qui est un programme assez coercitif et qui, quoi qu'il advienne, considère qu'il est légitime d'imposer un nouveau mode de vie aux Français. Alors, il y a des choses à faire pour le climat, il y a même une certaine urgence, ou retirons même le terme certaine, il y a de l'urgence, mais pour autant, on n'est pas obligé, en effet, en même temps, d'insulter les gens, d'être coercitif. Je vais vous donner un exemple. Anne Hidalgo a interdit les VTC, les VCT, ou les VTC, sur la rue de Rivoli. Eh bien, les VTC, c'est 18 000 emplois de jeunes de banlieue qui, alors qu'ils sont pointés du doigt sur Paris, parce que ce ne sont pas les taxis, sont aujourd'hui interdits et ils ont une réduction après le Covid. Ils ont après le Covid une perte de leur activité considérable qui est renforcée par cette espèce d'oukase contre les voitures qui certes sont encore des voitures à moteur à explosion, sont interdits sur la rue de Rivoli, qui est un des grands axes de Paris. C'est ça la réalité. C'est-à-dire ils empêchent les écolos, empêchent d'être écolos. Et donc, cet extrémisme absolu. Bon, je pense que ça aurait été un débat en soi. Pascal, vous qui vivez dans une ville donc, à la campagne. Donc Alexis n'est pas naïf. Alexis n'est pas naïf, c'est bien. Alors, vous faites de la politique c'est à l'aune de ça qu'on a interpellé. C'est le côté virulent. C'est le côté virulent. Et ils ne le sont pas. Parce qu'ils insultent. J'ai vu Isabelle Saporta qui elle-même est très écologiste gueuler, il n'y a pas d'autre mot, en disant mais en gros il décrédibilise les écolos et il y a peut-être d'autres choses à faire pour l'écologie. C'est comme les féministes. Que de parler du Tour de France et de parler d'un arbre mort. Mais Isabelle Saporta a raison. Mais... Alors Pascal Bataille, votre avis sur ce débat? D'un mot, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Thierry Guerrier et puis avec la petite phrase de Sophie de Menton. L'écologie, c'est évidemment une urgence, une priorité. En revanche, je ne suis pas sûr que l'écologie soit un parti de pouvoir et qu'il faille donner le pouvoir aux écologistes. Je pense qu'ils sont beaucoup plus efficaces et utiles quand ils sont dans l'opposition ou aux côtés de ceux qui ont le pouvoir, mais pas forcément qu'ils y restent dans l'opposition. Car ils deviennent rapidement effectivement ayatollesques. Allez, on va passer au coup de gueule de Thierry Guerrier. Alors, moi j'ai un coup de gueule contre la posture néo-impérialiste du dictateur islamiste d'Ankara, qui est un personnage dangereux, menaçant pour l'Union européenne, ses frontières, et donc pour la France, Erdogan. Et Erdogan parle du président français en disant « Vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi ». Vous imaginez de quoi il s'agit? Il s'agit tout de même du dirigeant d'un pays qui est un de nos frontaliers. Moi, j'ai énormément d'amis qui fait partie de l'OTAN, turcs et des amis intellectuels. Le peuple turc est un peuple fascinant et qui a une élite qui, en l'occurrence, a beaucoup apporté à l'histoire de la littérature turque, évidemment, mais qui va bien au-delà de la tradition de l'Empire ottoman et de cette
idée de rétablir par un rapport de force la présence turque en Méditerranée. C'est réellement un souci, et à cet égard, vous voyez toute la classe politique aujourd'hui, à peu près toute la classe politique française, se rallier à la posture d'Emmanuel Macron, qui est une posture. La frontière grecque, c'est la frontière de l'Union européenne. Donc c'est notre frontière. Il faut qu'on en ait conscience. Il se joue là quelque chose de très sérieux en Méditerranée. D'ailleurs, on a prêté des avions à la Grèce qui sont arrivés. On soutient vraiment bien la Grèce. Ils les ont achetés, non? Non, ils les ont achetés. On a déjà envoyé un avion. Oui, ils en ont commandé. Prêté. On a dans le contexte. On a dans le contexte de manœuvres militaires qui ont du sens évidemment stratégique et tactique de moyen terme. On a envoyé 2 Rafales en effet dans ces manœuvres, mais on les a pas prêtés. Ils viennent appuyer. C'est ça. Oui. C'est pas une commande ferme, mais il y en a après qui vont être commandés. Après, il y a une négociation qui est ouverte, et la Grèce a pris par la voix de son Premier ministre Kyriakos Mitsotakis l'engagement d'entamer une négociation pour acheter, le cas échéant, 18 Rafales à la France. Et je voudrais faire un petit coup de cœur parce qu'on oublie que la Grèce maintenant a une présidente femme. Absolument. Présidente de la République. Sophie féministe. Oui, voilà. À mes heures. Voilà. À l'instant, on apprend que le frère de Bernard Debré, qui est décédé hier, François Debré, est lui aussi décédé à un jour d'intervalle. C'est sans doute. Ils étaient très proches. Et François Debré a eu des soucis. Il a été grand reporter. Il a écrit un livre qui s'appelait Cambodge, et il était malade lui aussi. Il a été attaché à l'opium, et son frère l'a beaucoup soutenu. Et je pense que le frère aîné de Jean-Louis de Bernard, 78 ans. n'a pas dû supporter évidemment le choc de la douleur de la disparition. Et pour Jean-Louis Debré, ça doit être terrible. Il faut penser à lui. Il vient de perdre 2 frères. Parce que 2 frères, c'était vraiment très dur. Après. Pascal, vous vouliez dire quelque chose? Non, je compatis bien évidemment, et je voulais transmettre toutes mes amitiés à Jean-Louis Debré, qui j'ai la chance de pouvoir côtoyer régulièrement dans notre belle région, et qui est un type formidable. On peut saluer peut-être Véronique Jacquier, qui est l'épouse de Bernard Debré, sa veuve aujourd'hui, et qui a été sur l'antenne de Sud Radio plusieurs mois. Absolument. Ils ont un petit garçon ensemble. Sophie, sans transition, j'ai envie de dire votre coup de gueule sur la liberté d'expression. Ça m'inquiète énormément, cette attaque des mots. Dès qu'on dit quelque chose, on glose sur les mots, que ça aille d'ailleurs depuis des expressions de ministres ou autres. Et là, on vient de licencier un caricaturiste, et moi je pense qu'après ce qu'on a encore revécu avec Charlie, il est pas tolérable de licencier que ce soit des rédacteurs chefs, des journalistes, des caricaturistes, au nom de la bien-pensance. Je veux dire que... Mais il a été licencié d'où et de qui? J'arrive, pardon, il faut peut-être recommencer. C'est le Tour de France. L'Humanité a retiré une caricature polémique de Julien Alaphilippe, qui avait caricaturé... Non, Julien Alaphilippe, c'est le... Julien Alaphilippe, c'est le coureur cycliste. Mario Rousse. On voit qu'elle ne suit pas le Tour de France. Un petit lapsus. Mario Rousse est une commentatrice féministe qui mérite d'être signalée, du Tour. Qui est également la compagne de Julien Alaphilippe. Voilà. Et donc cette caricature l'a représentée au lit avec Julien Alaphilippe. C'était assez vulgaire. C'était vulgaire, c'était pas tellement drôle. Non, c'était ni drôle. Alors, mais ce qui est terrible quand même, c'est que l'Humanité d'abord a présenté ses excuses, soit, mais a dit excusez-moi, on n'avait pas bien regardé. Alors d'abord, je trouve qu'un rédacteur chef qui dit qu'il n'a pas bien regardé, normalement, c'est quand même la base. Et ensuite, enfin, c'est invraisemblable de licencier. On assume. Voilà, on ne licencie pas une consoeur. Et là, récemment, on ne va pas revenir dessus, mais il y a eu quand même pas mal de licenciements, de mise à pied de journalistes, etc. pour des mots. On ne peut plus faire d'humour. Bon, même... le scandale qui a eu lieu sur Nicolas Sarkozy, qui a prononcé effectivement, on a fait une assimilation. Il parlait de la censure des 10 petits nègres. Moi, je trouve ça hallucinant. Quoi qu'on dise, été très habile quand même. Ceux qui pensent qu'il y avait elle-même qui a fait le changement. Non, c'est pas Agatha Christie. Elle est morte depuis longtemps. Non, mais c'est dans le cadre de sa famille. C'est sa famille. C'est son petit-fils. Les héritiers, enfin les gens qui ont géré qui ont pris cette décision voulue. C'est pas une censure. C'est pas une censure, c'est quoi? C'est tombé dans le politiquement correct quand même. C'est invraisemblable. C'est un choix aussi de l'époque. Mais alors on va débaptiser toute la littérature? Non. Pascal Bataille, sur cette liberté d'expression. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a vous savez à quel point j'y suis attaché. Absolument. Donc, effectivement,
Je suis tombé par terre quand j'ai vu ça, qu'on allait rebaptiser les deux petits nègres. Et je pense que c'est malheureusement une tendance forte en ce moment. Oui, c'est une tendance forte. Et il faut s'en inquiéter parce que les mots, au contraire, permettent d'exprimer les choses, et quand on n'a pas les mots et qu'on ne peut pas le dire, ce sont des violences qui prennent la place. On recevra Judith Weintraub demain, elle sera avec nous, et on va pouvoir également notre consoeur du Figaro qui a tweeté, alors c'est compliqué, il faut remettre dans le contexte. Il y a une jeune femme voilée qui a donné des recettes de cuisine sur BFM, c'était vendredi, et Judith Weintraub a retweeté cette vidéo en écrivant en légende 11 septembre. Donc elle a reçu depuis... C'était peut-être pas très subtil, et on peut ne pas être d'accord, mais la menacer de mort pour ça, franchement... C'est un peu ça le commentaire sur la liberté d'expression, c'est que quand on n'est pas d'accord, on menace de mort aujourd'hui. Et la maladresse, il faut l'accepter, le mauvais goût, il faut l'accepter, et ça fait partie du droit de s'exprimer. Oui, mais on est maintenant dans un univers où, effectivement, avec les réseaux sociaux, il y a une hystérisation de tous les débats. De tous les débats. Je crois que on le vit aussi dans la vie politique. Hein. Ben voilà. Moi, j'ai déjà été menacé de mort 10 fois, menacé de plein de choses, insulté, etc. Maintenant, il y a avec l'anonymat des réseaux sociaux, n'importe quel idiot, n'importe quel fou peut ouvrir un compte et insulter la terre entière et menacer et s'en prendre à votre vie privée. Enfin, il y a des choses horribles sur les réseaux sociaux. On peut le dire. Alors après, effectivement, peut le dire et le dénoncer. Effectivement, moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est un peu une leçon un peu triste, mais c'est que effectivement, je m'exprime beaucoup moins sur les réseaux sociaux, et surtout, je m'exprime moins sur des sujets qui vont cliver, parce que je sais que je vais me prendre pardon de l'expression, mais des sauts de merde, et même des fois, quand on veut juste donner son avis, je reprends ce que disait tout à l'heure Sophie sur la caricature. Moi, cette caricature de l'humanité, en plus avec les réseaux sociaux, ça, il y a 10 ans, j'aurais pas su qu'elle n'existait pas parce que je lis pas l'humanité. Aujourd'hui, elle est tombée sur mon fil Twitter. Bon, et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai fait une remarque en disant je soutiens Marion Rousse parce que franchement, c'est nul, etc. Et il y a des gens qui m'ont attaqué en me disant « Salaud, vous êtes contre la liberté d'expression, je suis Charlie, vous n'êtes pas Charlie parce que vous critiquez une caricature. » Vous voyez un peu comment on est ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien dire. Maintenant, ça tombe. Il y a une sorte d'extrémisation, de polarisation, et on a les fous furieux contre les fous furieux. Et vous-même, quand vous dites des choses. Mais il ne faut pas céder à ça, il y a les uns. Mais je ne dis pas qu'il faut céder. Je dis juste que c'est une réalité vécue. C'est un vécu aujourd'hui. Donc après, soit on continue à être effectivement dans cette polarisation. Mais il faut assumer les conséquences. C'est tout. Vous êtes très contradictoire. Vous dites que c'est normal, à la limite, de changer le titre des 10 petits nègres. C'est céder à ça. Non, j'ai pas dit ça. Je voulais dire. J'ai dit que c'était pas de la censure. C'est quoi ? Non, mais c'est du politiquement correct. Oui, c'est du politiquement correct. Oui. Politiquement correct, c'est de la censure. C'est une forme d'autocensure. C'est de la censure verbale. Non, la censure, c'est si on n'avait pas le droit de publier le livre. Oui. Il faut les mots ont un sens aussi. Mais non, pardon, les mots ont un sens. C'est une censure morale, c'est une espèce d'autocensure. C'est une autocensure. C'est une autocensure, mais c'est assez grave. La vérité, elle est volontaire, donc c'est pas imposée par l'extérieur. Si, elle est imposée par l'extérieur, elle est volontaire parce qu'elle est imposée par le poids de la société. Pardon, Thierry. Non, mais la réalité, et ce que dit Alexis au fond, c'est que exprimer aujourd'hui une parole de nuance, une parole qui peut sembler ambiguë par rapport même à ses propres opinions, ça ne passe plus. C'est-à-dire qu'on est immédiatement, il faut être binaire, il faut être d'un côté ou de l'autre. C'est insupportable. Il faut choisir un camp. Oui, c'est ça, il faut choisir un camp. Comme si Alexis Bachelet, homme de gauche, pouvait pas à un moment donné me rejoindre sur une autre idée, ou Sophie de Menton sur un aspect sur l'économie ou le social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sauf que dans cette émission, on le fait, je tiens à le dire, Valérie. Absolument. C'est une époque terrible. La preuve, c'est qu'on est là. Oui, mais Alexis, pardon, vous avez été homme politique. Les hommes politiques suivent les réseaux sociaux. Absolument. Ils participent de ça. Et ça, ce n'est pas cette polarisation. En choisissant des camps. Mais hier, il y a une ministre qui s'est exprimée, la ministre de la Ville, contre Judith Weintraub, qui a dit les menaces de mort sont insupportables, mais elle a fait du en même temps. Le mais est insupportable. Elle a dit je soutiens, mais je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit, mais je la soutiens. On sera tous d'accord sur le fait que le en même temps macronien n'est pas toujours le plus subtil. On a le droit. C'est exactement une nuance. La période est très difficile. Peut-être pas quand on est ministre. On l'utilise tout le temps. Sophie. Elle s'est trompée sur le sujet. On marque une pause et Pascal, c'est pas évident, je le dis pour nos auditeurs, puisque vous êtes à distance d'intervenir et de ne
pas être au bord de la table, mais je vous promets que vous aurez la parole, absolument. Tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio et le débat continue. On va reparler du Covid, évidemment. Faut-il interdire les rassemblements privés? Pascal Bataille, est-ce que vous voulez revenir sur la liberté d'expression? Je précise quand même que Twitter, hier, a supprimé un certain nombre de comptes Twitter, a fermé un certain nombre de comptes Twitter qui avaient affiché en photo de profil une des caricatures de Charlie Hebdo, enfin des caricatures de Mahomet, absolument, faites par les dessinateurs. C'est compliqué comme sujet, Valérie. C'est compliqué, mais c'est très compliqué. C'est vous qui l'avez lancé. Alors, est-ce que Pascal Bataille peut s'exprimer? C'est vrai. Ce que je veux dire, oui, pardon, j'essaie de ne pas intervenir quand mes camarades parlent. Oui, mais n'hésitez pas. C'est tout à votre honneur. Mais je n'ai pas le sentiment d'être privé de parole pour autant. Bon, allez-y. Rassurez-vous, et d'être censuré. Et donc, ce débat sur la liberté d'expression, il est évidemment fondamental. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui avec cette hystérisation, comme le disait Alexis, du débat, avec cette façon de caricaturer chaque phrase, chaque propos, de la sortir du contexte. Ce qu'on est en train de perdre, tout simplement, c'est notre capacité à penser raisonnablement. Et dans la subtilité, les événements, les choses auxquelles nous sommes confrontés, on le voit terriblement sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer, et on va le voir dans quelques minutes si on parle de la Covid et de la façon dont sont gérées ces problématiques aujourd'hui. On ne peut plus aujourd'hui rien dire de posé, de sensé, sans être... pas de nuance. Immédiatement attaqué, vilipendé, caricaturé. Sur un certain nombre de sujets, autant elle est bonne quand elle est le fait des caricaturistes dont c'est le métier et qu'il faut protéger à tout prix, bien évidemment. Autant quand il s'agit de déformer la pensée, ce à quoi on aboutit, c'est une paupérisation tout simplement de notre intelligence petit à petit et de la qualité de nos débats. Les réseaux sociaux en sont en partie responsables, les médias malheureusement également. Je ne sais pas quelle est la solution, je ne l'ai pas et je serais bien heureux de pouvoir la donner aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut s'en inquiéter et il faut s'en alarmer tous les jours et essayer de tirer la sonnette d'alarme tous les jours sur ce sujet. Judith Weintraub sera avec nous, je le précise pour nos auditeurs qui s'inquiètent et qui disent qu'on ne la soutient pas. Elle sera avec nous demain et on reviendra sur les insultes, les menaces de mort qu'elle a reçues, Thierry Guerrier. Oui, non, on en parlait avec Alexis Bachelet et je l'entendais considérer que Judith avait, par exemple, été trop loin. On peut parler du fond, par exemple. Moi, je suis laïcard presque, c'est comme ça que je le dis pour faire simple dans la discussion. Pour autant, je considère qu'après tout, l'enjeu, c'est sur des choses très concrètes, très précises, l'éducation, la capacité par exemple, à l'école, à pouvoir étudier Rabelais, tous les enfants puissent l'étudier, par exemple, ou Darwin, d'où vient l'homme et la femme, l'humain, etc., non pas d'Adam et Ève, mais bon, eh bien, ça, c'est des enjeux très précis, les certificats de virginité, voilà. Et la loi, et les Français, d'ailleurs, en sont assez conscients. C'est-à-dire qu'une grande majorité de Français soutient aujourd'hui l'initiative du gouvernement avec cette loi sur la lutte contre les salafistes et tous les islamistes et l'islam politique. Voilà, ça, c'est enjeu. Oui, mais aujourd'hui, ce sont les extrémistes qui gagnent. Ce que je veux dire, non, mais pas forcément. La réalité, c'est qu'il y a de la provocation qui est faite. Et si une femme, pour autant, choisit en toute liberté. Mais non, mais c'est là qu'est le débat. J'entends bien, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je pense que Judith va trop loin. Et après, qu'on la menace, c'est inacceptable. Je suis à ses côtés immédiatement. Non, mais quel est tort, c'est une chose, on peut discuter. Mais voilà, discutons du fond. Mais par contre, elle a le droit de le dire. Pourquoi je rentre dans ce débat de fond? C'est pour montrer à Pascal Bataille qu'on peut, à mon sens, essayer tout de même d'exprimer, notamment chez Valérie, une position nuancée. Je ne suis pas d'accord avec le choix de Judith d'exprimer de cette façon son hostilité au voile, alors que moi-même je suis hostile au voile, mais je pense qu'une femme est libre de le faire, voilà. Comme ma mère catholique pratiquante il y a 50 ans portait... Mais si, Valérie, on est dans un pays libre ou pas? On n'est pas en dictature. Il n'y a pas un seul pays au monde où le voile est interdit. Vous voulez quoi, l'interdire dans l'espace public? Et vous êtes plus en France, là. Aucune femme catholique, aucune femme catholique n'est morte là où il y a une obligation de le porter, comme en Iran, on n'est pas en France. Ma chère Valérie, sur votre respect, vous n'en savez rien. Je suis navré. C'est un symbole d'oppression en Iran quand c'est obligatoire. Quand c'est pas obligatoire, c'est le signe de l'oppression de la femme.
c'est même pas un signe religieux, c'est le signe que la femme a une condition inférieure. Je suis d'accord dans ce symbole. Il y a que le voile qui opprime les femmes. Vous connaissez la condition féminine à l'échelle mondiale? Il y a des pays en Inde aussi, vous voulez quoi, en Chine, vous voulez voir? Le premier esclavagisme aujourd'hui, c'est celui des femmes, les bébés de femmes qui ne sont pas éduquées, de femmes qui portent le voile, à qui on refuse l'éducation, de femmes à l'hôpital, ma belle-fille me le disait encore, où on ne peut pas examiner une femme, le mari est à côté. On n'arrive pas à s'entendre. Je vous dis que moi, je suis d'accord avec votre idée du voile. Je pense exactement la même chose. Mais je dis pas mais. Je dis la loi permet à une femme de se voiler, de s'habiller comme elle l'entend. Je dis si une jeune femme veut le faire, je dis que dans ma tête, je considère que c'est dramatique pour elle, c'est triste. Mais puisque c'est autorisé, je n'ai pas à l'insulter. C'est juste, mais jusqu'au Et le mais d'ailleurs, jusqu'où? S'il n'y a pas de mais, si on considère, comme vous dites, que c'est intolérable, il faut l'interdire. Et si on l'interdit, on vit dans quel pays après? Ça ne fonctionne pas. Si on interdit le voile, il faut interdire d'autres choses. Non, ils ont des uniformes. Ils ont des postures. On va où? Bien sûr. Mais c'est ça, il faut aller au bout. Judith Wentrob, elle assume son hostilité en faisant un raccourci terrible qui consiste à dire femme voilée égale terrorisme. C'est dramatique. Là, on n'est pas dans la nuance, on n'est même pas dans l'intelligence, on est ailleurs, quoi. On est dans le combat militant politique. C'est ce que je disais, c'est du Zemmour sans le talent. Bon, mais après, effectivement, les menaces qu'elle a subies sont intolérables. Mais moi, je trouve que c'est aussi intolérable ce qu'elle a fait de pointer du doigt cette jeune femme. Que nous ne connaissons pas intolérable. De cette manière-là. Cette jeune femme n'est pas une jeune femme lambda, c'est une militante. Une jeune française. Elle est militante. Ça vous plaît pas qu'elle porte le voile, mais elle est militante. Elle est militante. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On est allé dépouiller sa vie privée. Mais c'est ça. Twitter est la vie privée. Twitter, c'est la vie privée. Twitter, c'est la vie privée. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais moi, je mets pas mes opinions politiques sur Twitter. Mais c'était pas. Elle parlait de cuisine. Elle parlait pas de ses opinions politiques. Ses tweets, elle dit qu'elle veut monter, elle veut lancer un kit avec un Coran, un voile et je ne sais plus quoi, et un livre de prière. Donc, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une militante et que ce que Judith Wentrob, ce qu'elle nous dira demain, c'est qu'aujourd'hui, son tweet est certainement maladroit. Je suis d'accord avec vous. Et vous croyez que ça va aider à combattre le prosélytisme islamiste? Je finis par me demander si la provocation de Judith, je finis par me demander quand je vois ce débat, quand je l'entends, si la provocation de Judith n'a pas été assez subtile, parce qu'au second degré, on a finalement le débat. Absolument, si cette jeune femme est en effet une militante pour imposer un Coran quand il faut faire la cuisine et qu'il faudrait lire les sourates avant, alors excusez-moi, là il y a un sujet. C'était pas le sujet du reportage de BFM TV? Non, sauf que vous n'êtes pas naïf. En tout état de cause, même si Judith... Pascal Bataille. Je vois comment on en sort de manière intelligente. Pascal Bataille. Je disais juste que même si on n'est pas d'accord avec Judith, ce qui est mon cas, je pense qu'elle doit avoir le droit d'écrire cela sur Twitter sans subir la moindre menace. Non, on en reparlera avec elle demain. Je voudrais qu'on parle, on va sortir de sujet, qu'on parle du Covid. Faut-il interdire les rassemblements privés? 6 médecins ont signé dimanche, hier, dans le JDD, une tribune pour appeler à, je les cite, siffler la fin de la récréation face à la diffusion du coronavirus. Alors, ils répondent en quelque sorte à une autre tribune, celle-ci dans le Parisien de vendredi, avec d'autres médecins qui demandaient à ce qu'on en finisse avec la tyrannie du sanitaire et de la peur. Jean Castex, vendredi, a appelé au sens des responsabilités des Français face à l'épidémie qui progresse en France. Déjà, peut-être un mot sur Jean Castex et un peu tout ça pour ça du lendemain matin, de l'après de ces annonces. Il y a deux lectures. Au premier abord, je me suis dit, on nous a annoncé, vous allez voir ce que vous allez voir, et des annonces, il n'y a pas eu d'annonce. Et à la deuxième lecture, de façon nuancée, je me suis dit qu'il avait raison, que ça fait tellement longtemps que j'ai envie qu'on en appelle à la responsabilité des Français. Je n'en peux plus, si vous voulez, d'une espèce de dictature politique hésitante qui a peur elle-même de donner ses opinions, qui se cache derrière des comités scientifiques. Nous, on a vu d'autres scientifiques qui disent le contraire. Et finalement, merci. Merci d'avoir dit, j'en appelle aux Français. Je pense qu'il faut faire une vraie pédagogie. Maintenant, on sortira de cette épidémie si les Français se prennent en main eux-mêmes. On ne peut pas faire semblant de porter le masque. On sait très bien qu'il y a plein de Français qui font semblant parce qu'on ne veut pas une amende. Je crois que hier, et cette tribune est très intéressante, 35 scientifiques universitaires, professionnels de français, critiquent la politique et la communication gouvernementale. Ils disent qu'ils sont scientifiques et universitaires, qu'ils ont pas mal de choses à dire, dont d'ailleurs un point sur le fait qu'à l'air libre, le masque ne veut pas dire grand-chose, et qu'on panique les concitoyens, et on les panique. Pourquoi ?
parce que c'est tellement anxiogène que le gouvernement est lui-même gouverné par la peur. Ils ont peur d'abord des procès qui peuvent arriver. Ils sont morts de peur, donc ils se couvrent aujourd'hui. Et il y a effectivement des règles qui sont assénées de façon absolument absurde dans les entreprises, et je sais de quoi je parle. On ne peut pas donner les mêmes règles à une PME de 8 personnes et à Total ou à une boîte à la Défense qui a la clim. Mais là on parle du fond de la com du gouvernement. Voilà, et donc c'est le fond, et je pense qu'il faut arrêter de paniquer les Français. Il faut qu'ils soient responsables eux-mêmes. Et toutes ces règles. Peuvent-ils être responsables? C'est la question. Si, mais il faut les inciter à l'être, il faut leur expliquer, faire de la pédagogie, il faut leur faire confiance. Les trois quarts beaucoup de Français qui ne croient pas que ce virus existe ou même qu'il soit virulent. Si, quand même. Qui veut réagir, Thierry Guerrier? Il y a deux peurs qui me paraissent totalement fondées, je suis navré. Moi, j'ai deux peurs qui m'inquiètent beaucoup et qui sont considérables. La première, c'est celle tout de même d'un certain nombre de soignants, médecins jusqu'à l'échelle la plus modeste, aides-soignants, qui n'ont pas envie de revivre le cauchemar pour eux, de l'intensité des difficultés des soins et des disparus, des morts, des gens qu'ils n'arrivaient pas à soigner. Et ça, c'est mars-avril. Alors, on s'est un peu mieux traité, ok, très bien. Mais enfin, ils n'ont pas encore la solution et c'est une vraie peur. Et puis, il y en a une autre. Songez à tous ces jeunes aujourd'hui, pour ne parler que d'eux, mais ils ne sont pas les seuls. Les étudiants qui payaient leurs études en travaillant, qui sont virés parce que les restaurants, les hôtels ferment. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. C'est ça la qui est vraie prioritaire, peur. c'est ma peur. Et on voit bien que le gouvernement tâtonne, qui cherche, qui ne sait pas, qui nous impose des trucs un jour. Ben oui, mais justement, je le comprends parce qu'en réalité, ces deux peurs-là, c'est ces deux peurs-là qu'on veut essayer de circonscrire. Il faut tout de même relancer l'économie. On ne peut pas se permettre. C'est Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, avec qui souvent je suis en désaccord, mais là, je dois dire qu'il dit, écoutez, c'est très simple, on va droit dans une catastrophe qui est même pas imaginable. Mais c'est pas pire, c'est une catastrophe, c'est un effondrement complet si jamais on reconfine. Donc l'enjeu de tout ça, c'est d'essayer de trouver un truc qui nous évite, qui nous permette de vivre. La responsabilité individuelle. Ah oui, il faut s'organiser pour vivre avec. Alors, c'est peut-être pas les bonnes solutions, mais on tâtonne, reconnaissons-le. Oui, on a un auditeur qui nous dit responsable. Alexis, vous feriez quoi si vous étiez ministre de la Santé? Responsable, regardez ce qui s'est passé hier à Marseille après la victoire de l'OM. C'est-à-dire des tas de gens dans la rue sans masque. Alors ça, c'est le collectif qui est un vrai problème. Je pense que l'État intervienne sur le collectif, oui, c'est dans la rue, il intervient. Le problème, c'est que dans une crise sanitaire de cette ampleur, le premier message, il doit être, je dirais, celui des pouvoirs publics. Et il faut qu'il y ait à la fois de la clarté et de la transparence. Il est clair quand tu revois notre malheureusement, depuis le début de cette crise, on n'a jamais eu et l'un et l'autre. On a parfois eu de la clarté, mais pas forcément la transparence. On a parfois eu de la transparence, mais pas toujours la clarté. Et on voit bien qu'on n'était pas prêt. En tout cas, on a eu 35 lignes différentes, vous avez raison. Et qu'il y a eu des débats, etc. Et on n'est toujours pas prêt. Cette oscillation permanente, elle est liée aussi au fait que, pour la première fois, je crois, depuis longtemps, un gouvernement, le président de la République, a décidé de partager la décision politique avec un organe non démocratique, le fameux Conseil scientifique. Pour se couvrir. Alors, ça aurait pu être une bonne idée, ça l'est pas. Si effectivement ce Conseil scientifique ne s'était pas petit à petit arrogé certaines prérogatives, avoir une communication propre et instaurer finalement presque comme un garde-fou, ou en tout cas une autorité presque un oracle. Un oracle. Et donc je pense que depuis le début, le gouvernement a du mal à se positionner il s'est lui-même mis en difficulté, et je pense que de toute façon, enfin je le souhaite en tout cas. Le comble, Alexis, c'est qu'il l'a fait de façon faux cul, disons les choses clairement. Parce que non seulement il dit c'est moi qui décide, sur les recommandations d'eux, mais il se cache derrière quand même, alors que c'est quand même... Et donc avec un tas d'atermoiements, et avec une reconnaissance aussi tardive. J'ai vu que Stanislas Guerini avait fait une déclaration en disant oui c'est vrai, on a dit au début que les masques n'étaient pas utiles parce qu'on savait qu'on n'avait pas suffisamment de masques et qu'il fallait les réserver pour les soignants. Je pense que si on avait voulu faire appel à la responsabilité des Français et à leur civisme, il fallait leur dire la vérité dès le début. Parce que les Français étaient tout à fait capables de comprendre que, etc. Maintenant la situation est différente, on est un peu mieux préparé qu'au mois de mars. Donc j'espère que les mesures quand même prises maintenant collectivement et individuellement limiteront la contagion et qu'on ne va pas être obligé de reconfiner. Il y a des pays qui reconfinent. Moi je suis d'accord avec Thierry. Ça serait dramatique. Pascal, Bataille, on ne vous a pas entendu.
Moi, je suis assez inquiet, effectivement, de voir que personne autour de la table ne soulève quand même la question de la façon dont on nous fait vivre depuis des mois pour une maladie qui a tué 30 000 personnes en France, c'est-à-dire à peu près 5% du nombre de morts annuels habituels chaque année en France, et qui a fait hier 6 morts. Aujourd'hui, on nous... Et combien par le cancer ? Et combien par le cancer? Je pense que du cancer, on a à peu près 10 fois plus, 10 fois plus. Ou 20 fois plus de morts, effectivement. 430, voilà, j'ai retrouvé le chiffre, Sophie, 430 morts, vous vous rendez compte par jour du cancer. On est en train aujourd'hui de changer complètement notre façon de vivre. Est-ce que l'un d'entre vous, s'il y a un an, on lui avait dit qu'il devrait vivre avec un masque à longueur de journée, y compris dans la rue, on aurait accepté l'augure et le principe, et n'aurait pas dit ça, jamais je ne tolérerai ça, jamais je ne pourrai accepter ça. On est en train de nous empêcher de vivre, d'empêcher la majorité de vivre pour sauver potentiellement une minorité. C'est sans doute, Pascal, la raison. C'est un vrai problème philosophique. Aujourd'hui, sachant qu'on n'est absolument pas certain de la réelle efficacité de ces masques, que ça nous fait perdre à tous une grande part de notre humanité dans nos relations au quotidien, dans ce que nous sommes, dans la façon dont nous pouvons échanger, interagir. Alors, ok pour l'accepter quelques semaines, comme nous avons pu accepter le confinement, mais je vois déjà les médecins qui commencent à nous parler de vivre plusieurs mois, voire plusieurs années avec ces masques. Est-ce que nous sommes vraiment prêt à accepter ça? Et va-t-on priver les personnes âgées pour aller dans votre sens? Cette inhumanité. Je pense que les personnes âgées dans les EHPAD préfèrent mourir que de ne pas voir leurs proches. Je pense qu'il est intolérable de priver de relations des gens qui sont en fin de vie comme ils le sont. Qu'on fasse qu'on prenne les mesures les plus draconiennes pour une certaine sécurité. On ne peut pas recommencer ce qu'on a fait. Priver nos parents, nos grands-parents de visites de gens à la fin de leur vie. C'est pas possible. En tout cas, imaginez qu'on puisse tout de même demain interdire les réunions privées, les réunions familiales. Oui, c'était ça la question. Ça me paraît. Moi, à cet égard, je rejoins Pascal Bataille. Parce que c'est pas possible. Oui, mais voilà, très bien. Mais Boris Johnson, surtout que je voudrais répondre aussi à Pascal Bataille sur le port du masque. Parce que moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on voit, notamment en Asie, parce qu'il y a il y a eu des grandes pandémies, il y a eu le SRAS, on voit des populations qui sont habituées à porter le masque, des millions de personnes qui portent le masque, parce qu'à un moment donné, il y a une situation de pandémie, et que certes, le masque n'est pas la panacée, ça règle pas tout, mais ça limite juste la propagation. C'est juste de dire qu'effectivement, si vous ne projetez pas de postillons, vous sur un peu partout, parce que quand on parle, vous réduisez les possibilités de contagion. On sait bien que c'est pas une solution miracle, mais à part non mais pardon Pascal, mais tant qu'on n'a pas de vaccin et de traitement curatif efficace, à part se laver les mains et porter un masque, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors à ce moment-là, on fait rien. On dit bon bah tant pis, il y aura 300 000 morts comme dans certains pays, et tant pis. Non mais c'est un peu long. On doit marquer une pause. 0826 300 300. Je trouve que c'est un moindre mal quand même. 10 € offerts pour toute première ouverture de compte avec carte bancaire du 11 au 14 septembre seulement. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Détails des conditions de l'offre sur boursorama-banque.com. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio. Sud Radio est avec vous toute la journée. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et on a Diane de Perpignan. Bonjour Diane. Merci, bonjour et merci de me prendre. On vous écoute. Voilà, je parle pour le masque. Le masque, c'est inhumain. Inhumain. Je le mets, le masque, je le mets tout le temps. Mais qu'on vienne chez moi pour m'interdire de porter le masque, je dirais non. Non, mais personne vous dites mais le masque chez vous. Ce qui est évoqué et ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est les réunions familiales. Voilà, moi je suis grand-mère et on ne m'interdira pas de voir mes enfants chez moi, ni mes enfants, ça on ne me l'interdira pas. Et puis j'ai une question à poser quand même, parce qu'au début du virus, on nous disait qu'il fallait, pour être immunisé, et que le peuple soit contaminé à partir de 60-70%. Là, le virus est au plus bas,
c'est-à-dire il est moins mortel, et on ne nous laisse pas nous contaminer pour justement que le virus arrête. On nous en empêche. Pourquoi? On n'en entend plus parler de ça. C'était encore une fable de ce qu'on nous a dit encore. Je ne comprends pas. C'est assez intéressant parce que c'est les cas, ce qu'on appelle asymptotiques. Et en fait, on teste énormément de gens avec des tests qui sont un peu trop sensibles. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup de cas parce qu'on utilise beaucoup plus de tests et on teste les gens plus rapidement. Mais pour diagnostiquer, on multiplie par 30 ce qu'on a diagnostiqué dans votre nez comme virus. Et du coup, vous êtes réactif très vite et vous avez des cas asymptotiques. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est justement si ces cas asymptotiques, on est en train de... La population s'immunise. Non, mais le problème... Voilà, donc qu'on nous laisse qu'on nous le laisse faire ça. On n'en sait rien. Mais on n'en sait rien. Non, mais je trouve qu'elle a raison. Oui, mais enfin, alors on ne sait rien du tout, mais on nous coupe notre liberté. On ne sait rien. Comme vous dites, les morts, on en a eu des morts. Mais qu'on nous dise réellement, l'année dernière, en 2017-2018, combien il y a eu de morts naturelles dans les morts en France? Combien il y en a eu? Et combien on va en avoir eu en 2019 avec le Covid? Vous avez raison. Ça fera moins que l'année en 2017-2018. Ouais. Même vous l'avez dit tout à l'heure, c'est inadmissible de nous enlever notre liberté pour ça. Et les vieux, mais c'est inadmissible. Ils qu'on laisse vivre ce qu'ils veulent, les personnes fragiles, qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Enfin, c'est incroyable. On veut les protéger malgré elles. Mais sur l'immunité collective, la réalité, c'est que c'est un virus qui est étudié depuis très peu de temps. Ouais, entre le moment où il est sorti. Normalement, il faut des mois, des années parfois pour avoir un vaccin sur ce type de virus quand on en trouve, parce qu'on n'a pas des vaccins pour tous les coronavirus. Et l'immunité collective, c'est un débat qui agite les scientifiques. Il y a certains. Au début, il y en avait certains qui disaient, d'ailleurs, on l'a vu en Angleterre, c'était la ligne de Boris Johnson. Au début, il avait des conseils scientifiques qui disaient, on va laisser les gens, se contaminer, et puis il y aura l'immunité collective. Et puis on s'est rendu compte que c'était plus compliqué, qu'il y a des gens qui pouvaient être contaminés plusieurs fois. Il y a des gens qui ont eu le Covid plusieurs fois. Non, donc s'ils ont eu, il y a un cas sur 1 million. Non, mais il y en a eu. Non, il y en a eu. Mais il y en a eu, Sophie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'automaticité de l'immunité. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur cette maladie et que on tâtonne, on cherche. Il n'y a pas. Elle n'est pas moins. Le cancer tue 10 fois plus. On sait juste que dans certains cas, ça peut effectivement provoquer des gènes respiratoires très fortes. Il n'y a plus d'énergie. Les gens sont KO et ça peut aller jusqu'au décès. Il y a beaucoup plus de choses que ça. C'est-à-dire que sur des personnes plus jeunes, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est des maladies au long cours qui déclenchent d'autres maladies neurologiques. C'est vrai, mais heureusement très rare. Il y a des gens qui l'ont, qui n'ont pratiquement pas de symptômes. Absolument. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai oublié le prénom de cette auditrice. Oui, Diane de Perpignan. Merci Diane de votre appel. Je trouve que Diane, elle est révélatrice elle a du bon sens. Et elle est révélatrice de ce qu'on vit tous. Et au fond, elle donne raison à Jean Castex. Parce que justement, pour une fois, il y a un Premier ministre, un des plus hauts responsables de l'État, qui implicitement nous dit on tâtonne, donc c'est à vous de faire attention. Voilà, il faut qu'il soit cohérent avec lui-même. Il faut qu'il ne nous interdise pas demain. Mais c'est pas très cohérent avec le Conseil scientifique qui 3 jours avant nous disait vous allez voir ce que vous allez voir. Mais parce que les scientifiques, par définition, c'est leur culture, essayent d'être toujours dans le carré, dans le mathématique, dans le précis. Or ils savent pas, ils découvrent tous les jours. Et puis quand ils savent pas, ils appliquent le principe de précaution. Mais ça veut dire qu'il faut pas prendre. Mais là c'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut pas prendre les Français pour des benets. Il faut les laisser avec leur. Vous pensez pas, si on parle politique, vous pensez pas qu'il a délégué au préfet et au maire pour pas qu'on ait le sentiment que tout ça est décidé de Paris avec. Mais c'est très possible. Et alors, de toute façon, c'est bien. Non, mais qu'on va avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire de voir qu'on va avoir des régions confinées, qu'on va avoir des régions où on ne pourra pas aller au-delà des 100 km. Non, alors il valide ce que dit le préfet. Qu'on va avoir des mesures. C'est possible, mais si un préfet décide de confiner, c'est validé par le Premier ministre. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Pardon, mais si on devait être reconfiné, même de manière régionale, ça serait catastrophique. Mais vous pensez que les Français, pour revenir à la question, n'accepteraient pas cette règle anglaise? Moi, je les trouve responsables, les Français. La plupart, sincèrement, ils mettent les masques. Ils obtempèrent. Il faut arrêter de nous renvoyer en permanence une image d'un peuple qui serait absolument anarchique, réfractaire à la moindre organisation. Les gens entre eux font attention, font remarquer à quelqu'un quand il n'est pas masqué. Ou quand, on a cassé la contagion en mars parce que les Français ont respecté le confinement. Mais évidemment. Je me rappelle, il y avait des gens qui disaient oui, ici ou là. Oui, d'accord, ici ou là, mais enfin, ça fait peut-être 1% de la population. Globalement, 98% des gens, ils respectaient le confinement. Il y a un auditeur qui a été choqué parce que vous avez dit, Alexis, pour sauver une minorité, vous exagérez, il n'y a pas de population qui mérite de vivre par rapport à une autre. Je n'ai pas dit ça. Si, vous avez dit, finalement, pour sauver des vieux,
En gros, c'est ça. Pour sauver des vieux, on a. Non, ça c'est ce que disait Pascal Bataille. C'est pas moi qui l'ai dit. Pascal Bataille disait je m'interroge sur l'ampleur des coercitions pour sauver une minorité, et sous-entendu une minorité de personnes âgées. C'est vous qui avez Pascal de s'expliquer. Moi, j'ai pas dit ça. Ah, pardon, c'est toujours sur vous que ça tombe. C'est dramatique. C'est moi qui ai dit ça. J'étais plutôt pas d'accord d'ailleurs. C'est moi qui ai dit ça et je persiste. Mes parents sont en âge je persiste et je signe. Je fais partie, j'ai 60 ans, je fais partie donc des populations qui commencent à être à risque. J'ai une maman âgée qui a eu le Covid et qui, heureusement pour elle et pour nous, en a réchappé. Mais en l'occurrence, je persiste. Oui, je pense que on ne doit pas vivre aujourd'hui dans cette parano de la mort. La mort, elle fait partie de la vie. Il y a un âge pour mourir, qu'on repousse le plus possible, tant mieux grâce au progrès de la science. Mais on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai plus peur, pour reprendre la phrase d'André Comte-Sponville, et il faut, je pense, en ce moment, que jamais se tourner vers les philosophes, quand les politiques sont un peu défaillants et que les scientifiques veulent abuser de leur pouvoir. Il faut savoir se tourner vers les philosophes. André Comte-Sponville disait l'autre jour, chez un de vos confrères, j'ai plus peur pour mes enfants de la société qu'on est en train de leur préparer que pour moi de mourir de la Covid ou d'autre chose. Je mourrai de quelque chose le plus tard possible, j'espère. Mais en l'occurrence, je suis tellement malheureux quand je me balade dans les rues de Paris où je suis 2 jours par semaine, de voir tous les gens masqués. Je trouve ça, mais c'est inhumain. C'est inhumain ce qu'on est en train d'accepter parce qu'on nous fait peur, parce qu'on nous fait vivre dans la peur. Et moi, pour répondre à Alexis, pardon, mais le modèle coréen ou le modèle japonais, c'est absolument pas le type de société dont je rêve pour la France. Mais je crois qu'ils n'en rêvent pas non plus, Pascal. Ils aimeraient bien ne pas porter de masque. Je crois que c'est pas un choix de vie, de gaieté, de bonheur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut responsabiliser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Thierry Guerrier. Il faut éduquer, il faut parler, il faut donner des informations, il faut miser sur la responsabilité, le sens de la responsabilité des gens. Il y aura toujours des débordements, il y aura toujours des irresponsables, mais ce ne sont pas la majorité. Et en l'occurrence, que quelqu'un qui est malade, qui est grippé, qui a une gastro ou qui a le Covid, porte un masque pour éviter de contaminer les autres, je pense qu'il faudra faire confiance à ça, qu'il faudra éduquer à ça. Les médecins disent qu'il y aura certainement beaucoup moins de gastro, voire plus du tout cet hiver, parce qu'on se lave tous les mains 25 fois par jour. Certainement, mais arrêtons d'imposer avec des amendes à 135 € pour porter les masques dans des espaces publics en plein où on sait bien que ça ne sert à rien. Ouais. Non, mais les policiers ont autre chose à faire avec les incivilités que le masque. Ouais. C'est plus facile de verbaliser quelqu'un qui ne porte pas le masque c'est clair, qu'un petit voyou. On n'a pas eu le temps de parler des gilets jaunes qui n'étaient pas très nombreux. Comme ils n'étaient pas très nombreux. Non, mais moi j'ai un vrai coup de gueule sur les chaînes d'infos. Alors Sophie, je sais que ça vous a coûté très cher d'avoir dit la même chose, mais qui étaient en boucle tout ce samedi et qui ont fait monter la sauce. Elles attendaient de la casse, elles ont eu très peu de casse. Oui, et c'était toujours il y avait 8000 policiers pour 14 gilets jaunes. Oui, non, mais ils étaient effectivement pas très nombreux. Donc pourquoi je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que les chaînes d'infos ont une responsabilité de faire exister un événement qui n'existe pas. Exact. J'ai été viré de LCI pour avoir dit ça. Oui. Pascal ? Censure. Oui, pareil, effectivement, ça flambe en Californie d'une façon qui ne s'est jamais produite. On en a 10 fois moins parlé sur BFM que... Absolument. Mais c'est loin la Californie. Voilà, c'est la Californie. Alors, je veux pas défendre BFM, mais quand même, je vais le faire. J'ai vu, avec la même réflexion que Pascal Bataille, tout le dimanche. Et puis dimanche, dans l'après-midi, j'ai vu un remarquable reportage sur l'Oregon, sur BFM TV précisément, avec des images incroyables. C'est vrai non, mais il faut des choses bien. Ils ont fini par faire le boulot. J'ai dit les chaînes d'infos en général, samedi, qui étaient en boucle sur les gilets jaunes. Et qui étaient quand même, il ne se passait rien et à l'affût. Allez, merci à tous les 4. Merci à vous. On se retrouve demain à 10h et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. À demain.